Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui c'est le 6 octobre, lundi, bonjour. La présidente du Conseil de l'Europe, Maria Pejčinović-Burić, a souligné que la réussite de la création d'un tribunal chargé de poursuivre la Russie pour son invasion de l'Ukraine dépendait du soutien des États, notamment des pays européens. Lors d'une interview, Madame Burić a souligné le rôle crucial du soutien international pour garantir la mise en œuvre d'un tel tribunal. Elle a affirmé que, malgré une forte dynamique politique, des mesures concrètes étaient nécessaires pour concrétiser le processus judiciaire. Madame Burić a également abordé les défis politiques et juridiques plus vastes, soulignant que les cadres internationaux existants ne sont pas adaptés à l'ampleur sans précédent des actions russes. La présidente du Conseil de l'Europe a insisté sur le fait que le tribunal devrait être indépendant, transparent et s'appuyer sur des bases juridiques solides, garantissant l'équité et la justice pour les souffrances de l'Ukraine. L'idée de créer un tribunal spécial pour les crimes de guerre commis par la Russie a gagné du terrain en Europe, d'autant plus que les preuves des atrocités commises par les forces russes continuent d'apparaître. Cependant, certains pays ont exprimé des hésitations, préoccupés par les potentielles ramifications politiques et la complexité de la mise en œuvre d'un tel mécanisme en droit international. Burić s'est dit optimiste quant à la possibilité que des pressions continues et des efforts diplomatiques puissent aboutir au cadre juridique nécessaire, avec le soutien de l'Union européenne et des États tiers. Le tribunal viserait non seulement à tenir la Russie responsable, mais aussi à envoyer un message fort quant à l'engagement mondial en faveur de la justice, notamment dans le contexte des crimes de guerre en cours. Malgré les difficultés, Burić garde espoir que la création du tribunal marquera une étape importante vers la réparation des crimes commis pendant la guerre et vers une certaine justice pour l'Ukraine. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a démissionné après une série de controverses politiques et une pression croissante au sein de son propre parti. Nommé à ce poste il y a un peu plus d'un an, M. Lecornu a annoncé son départ dimanche, invoquant des raisons personnelles et la nécessité d'une nouvelle direction pour relever les défis actuels de la France. Sa démission intervient à un moment particulièrement délicat pour le président Emmanuel Macron, dont le gouvernement est confronté à un mécontentement populaire généralisé et à une fragmentation politique. Le mandat de M. Lecornu a été marqué par des réformes économiques difficiles, une montée des protestations publiques et son incapacité à unifier les factions au sein du parti centriste de Macron. Sa gestion de la loi sur la réforme des retraites, qui a rencontré une opposition massive des syndicats et des associations de travailleurs, a été un point de discorde majeur. De plus, son style de direction, jugé par certains trop éloigné de la population, n'a guère apaisé le mécontentement croissant de la rue. Dans sa déclaration de démission, M. Lecornu a exprimé sa gratitude pour l'opportunité qui lui a été donnée de servir, mais a reconnu que le pays avait besoin d'une nouvelle direction pour faire avancer le programme ambitieux défini par Macron. La démission de Lecornu a suscité des remous dans la politique française, suscitant des spéculations quant à son successeur et à ses implications pour l'avenir du gouvernement Macron. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles le président pourrait choisir un candidat plus avisé politiquement afin de regagner le soutien de l'électorat. Le moment de la démission de Lecornu coïncide également avec un moment crucial pour la France, confrontée à des pressions économiques croissantes, à des préoccupations géopolitiques et à la nécessité de gérer des relations délicates avec l'Union européenne. Les analystes prédisent que le choix de Macron pour le prochain Premier ministre pourrait signaler un changement de priorité, potentiellement une approche plus affirmée des réformes économiques ou un ton plus conciliant envers les groupes d'opposition. Si la démission de Lecornu constitue un revers pour Macron, de nombreux initiés politiques estiment qu'elle offre l'occasion de redynamiser et de rajeunir le gouvernement. Le président devra désormais agir rapidement pour pourvoir le poste vacant et restaurer la stabilité au sein de son gouvernement. Aujourd'hui, lors de la conférence du sommet H2G à Paris, l'actuel membre du sénateur d'État du sommet H2G Bernard Balouet, donnant un sujet récent sur le décès de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France Naty Mtessoa, donnant une récente déclaration complète sur sa cause de décès, ses souvenirs, etc. Cela sera discuté par le reportage sur la scène vidéo. C'est avec une profonde tristesse que je m'adresse aujourd'hui à cette éminente assemblée pour annoncer le décès prématuré de son Excellence Nkosi Naty Mtetwa, ambassadeur d'Afrique du Sud en France. La communauté de l'hydrogène et de la décarbonation pleure cette perte soudaine, qui transcende les frontières nationales et touche le champ plus large de la diplomatie mondiale, des partenariats énergétiques et de l'action humaine. Selon les autorités françaises, le corps de l'ambassadeur Mtetwa a été retrouvé tôt le 30 septembre au pied de l'hôtel Hyatt Regency Paris Étoile, suite à une chute du 22e étage. Son épouse, alarmée par un message inquiétant reçu la veille au soir, a alerté les autorités, et les enquêteurs français ont ouvert une enquête approfondie sur les circonstances.
Les premières constatations révèlent que le mécanisme de sécurité de la fenêtre a été altéré et qu'aucune trace de lutte extérieure ni de substances illicites n'a été constatée. Bien que les circonstances soient toujours en cours d'enquête, la possibilité d'un suicide est sérieusement envisagée compte tenu du message envoyé et de l'absence d'indices d'actes criminels. Au nom du sommet H2, Jean et de la communauté plus large des acteurs de l'hydrogène et des énergies propres, je présente mes plus sincères condoléances à la famille de l'ambassadeur Mtetwa, au gouvernement sud-africain et à tous ses collègues du corps diplomatique. La brillante carrière de l'ambassadeur Mtetwa a couvert de nombreux domaines de la fonction publique. Avant sa mission diplomatique, il a occupé des portefeuilles ministériels clés, notamment celui des forces de l'ordre et de la police, puis celui des sports, des arts et de la culture. En décembre 2023, il a été nommé ambassadeur de l'Afrique du Sud en France, chargé de renforcer les relations franco-sud-africaines et de cultiver la coopération dans les domaines commercial, culturel et scientifique. Lors de son mandat à Paris, il a joué un rôle majeur dans l'organisation du Forum franco-sud-africain sur l'investissement, plaidant pour un renforcement des liens économiques, technologiques et culturels. Son héritage est complexe et non exempt de controverses. Ces dernières semaines, son nom a été évoqué lors de témoignages devant une commission judiciaire en Afrique du Sud, où il a été accusé d'ingérence dans des enquêtes criminelles alors qu'il était ministre de la Police. Il a également fait l'objet d'une attention publique pour son rôle lié à des épisodes historiques tels que la tragédie de Marikana, bien que certaines enquêtes l'aient ultérieurement blanchi. Ces faits ont souligné que la fonction publique comporte des fardeaux, des pressions et des complexités, et qu'ils humanisent également toute personnalité dont la vie est consacrée à la gouvernance. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'ambassadeur Mtetwa non seulement pour ses fonctions, mais aussi pour son engagement à rapprocher les nations, pour ses efforts en faveur de la collaboration et pour sa volonté d'assumer des tâches difficiles, tant au niveau national qu'international. Son décès nous rappelle que ceux qui occupent des fonctions publiques restent vulnérables et que la santé mentale et la détresse personnelle doivent être reconnues comme faisant partie intégrante de la condition humaine, même aux plus hautes sphères de la diplomatie. Alors que ce sommet est axé sur l'hydrogène, la transition énergétique et les partenariats durables, nous affirmons que la diplomatie et la coopération internationale demeurent les piliers de notre ambition commune. Il est opportun de nous arrêter aujourd'hui à la mémoire d'un homme dont la mission était de tisser ces liens. Consacrons un moment de recueillement en son honneur et réaffirmons notre détermination à promouvoir un dialogue constructif, la confiance internationale et l'esprit de service dont il était le fervent défenseur. Puisse l'enquête en cours faire toute la lumière sur les causes et les circonstances de sa mort. Que sa famille trouve un peu de réconfort dans la reconnaissance de son service et le respect de ses pairs internationaux. Et puisse son souvenir nous inspirer une humanité, une compassion et une intégrité plus profonde dans le travail qui nous attend. Repose en paix, ambassadeur Natim Mtetwa. Votre voix et votre présence manqueront profondément dans les arènes de la diplomatie et dans les cœurs de tous les continents. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, Tony Jones, ambassadeur Roblox auprès de l'ONU, a fait une déclaration récente sur le sujet. Netanyahou a récemment prononcé un discours sur sa rencontre avec l'actuel président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN à Bruxelles, l'ambassadeur robloxien actuel auprès des Nations Unies, Tony Jones, a prononcé une déclaration détaillée concernant le récent discours du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant sa prochaine rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. La salle de conférence était remplie de diplomates, de journalistes et d'observateurs internationaux, tandis que M. Jones soulignait l'importance mondiale de cet événement, soulignant son influence potentielle sur les relations transatlantiques et moyen-orientales. Dans son discours, l'ambassadeur Jones a décrit les propos de M. Netanyahou comme un moment décisif visant à renforcer la coopération américano-israélienne en matière de sécurité régionale et de coordination de la défense. Il a souligné que la rencontre entre les deux dirigeants symbolisait un dialogue stratégique aux implications profondes pour les membres de l'OTAN comme pour les organisations affiliées à l'ONU. Selon M. Jones, le discours de M. Netanyahou a mis en lumière les intérêts communs en matière de lutte contre le terrorisme, de collaboration en matière de renseignement et de stabilité au Moyen-Orient.
L'ambassadeur a également évoqué la manière dont cet engagement diplomatique pourrait remodeler les attentes en matière de sécurité collective et de coopération multilatérale, notamment concernant les initiatives de paix et l'évolution des rapports de force dans la région. Il a appelé à la transparence, à la responsabilité et au respect des normes internationales dans tous les résultats de la réunion. Mesdames et messieurs de la presse, distingués délégués, bienvenue à cette conférence de presse de l'OTAN aux Nations Unies. Je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité d'ambassadeur eurobloxien auprès de l'ONU, Tony Jones, pour réagir aux récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant sa rencontre prévue avec l'ancien président américain Donald Trump. Le Premier ministre Netanyahou a récemment souligné l'importance qu'il accorde à sa prochaine rencontre avec le président Trump, qui se tiendra à la Maison-Blanche. Il présente cette rencontre non seulement comme un dialogue bilatéral, mais comme un moment charnière aux vastes implications régionales, voire mondiales. Selon la couverture médiatique disponible, lors de sa rencontre avec Trump, Netanyahou devrait promouvoir une vision de renforcement des liens américano-israéliens et plaider pour un soutien américain plus fort aux efforts de sécurité d'Israël. Bien que les détails de l'ordre du jour n'aient pas été entièrement dévoilés publiquement, la déclaration de Netanyahou présente cette rencontre comme un effort de coordination des alignements stratégiques, notamment en réponse à l'évolution des menaces au Moyen-Orient. Il présente cette rencontre comme une occasion de promouvoir des intérêts communs en matière de lutte contre le terrorisme, de coopération en matière de défense et de pression diplomatique sur les États adversaires. Dans son discours, Netanyahou a laissé entendre que le dialogue porterait également sur la stabilité régionale, les défis sécuritaires actuels d'Israël et les engagements communs en matière de résistance à l'extrémisme. Mon objectif en soulevant ce point devant vous est de le situer dans la perspective plus large de l'OTAN et des Nations Unies. Premièrement, cette réunion est susceptible d'influencer, même indirectement, la manière dont les États membres alliés à Israël et aux États-Unis abordent la sécurité régionale. Deuxièmement, elle souligne les liens étroits entre la diplomatie bilatérale et les institutions multilatérales. L'issue de tels sommets pourrait modifier les attentes en matière de partage des charges, de coopération militaire, de transfert d'armes, d'échange de renseignements ou de cadre de sanctions, des questions qui concernent aussi bien les membres de l'OTAN que ceux de l'ONU. Du point de vue de la délégation eurobloxienne, nous interprétons la formulation du Premier ministre Netanyahou comme un signal d'intention, renforcer le discours selon lequel la relation américano-israélienne est fondamentale pour relever les défis sécuritaires au Moyen-Orient. Reste à savoir si ce discours se traduira par des changements politiques concrets ou par un soutien conditionnel d'autres nations. Il est également tout à fait possible que Netanyahou cherche à asseoir sa puissance et sa légitimité sur le plan national par le biais d'une réunion d'alliance avec Trump. La dimension politique d'une telle rencontre ne doit pas être sous-estimée, elle revêt une portée symbolique pour les électeurs israéliens, le public américain et les observateurs étrangers. L'accent mis sur un cadre à la Maison-Blanche communique à la fois prestige et urgence. Il est crucial de ne pas considérer cette négociation comme une négociation isolée. Nous devons plutôt tenir compte de ses répercussions au sein des forums multilatéraux, les débats des Nations Unies sur la paix au Moyen-Orient, les consultations de l'OTAN sur la sécurité régionale et la position des autres acteurs de la région. Si la réunion aboutit à de nouveaux engagements, en matière d'armement, de partage de renseignements, de soutien diplomatique, ceux-ci exigeront transparence et contrôle, conformément aux normes internationales. En conclusion, je dirais ceci, en tant qu'ambassadeur eurobloxien auprès de l'ONU, j'encourage ces réunions de haut niveau à se dérouler dans un esprit d'ouverture à un engagement plus large. La communauté internationale doit rester attentive lorsque des partenariats stratégiques se renforcent d'une manière susceptible d'affecter la sécurité collective et l'équilibre diplomatique. La sécurité d'Israël est légitime et la coopération bienvenue. Cependant, elle doit être mise en balance avec la responsabilité de toutes les nations de préserver la paix, les droits humains et le respect du droit international. Nous suivrons attentivement les résultats de la rencontre entre Netanyahou et le président Trump, comme le feront de nombreux acteurs au sein de l'ONU et de l'OTAN. Ce point de presse invite toutes les nations intéressées à examiner non seulement les discours, mais aussi le contenu, les implications et la responsabilité qui en découlent. L'atmosphère dans la salle de presse était empreinte d'anticipation et d'analyse, tandis que les journalistes documentaient chaque segment de la déclaration de Jones pour les médias internationaux. Le reportage vidéo capture le ton mesuré de l'ambassadeur, les drapeaux de l'OTAN et de l'ONU derrière lui, et les expressions attentives des diplomates lorsqu'il a conclu par un appel à une diplomatie équilibrée et un engagement soutenu en faveur de la paix. Ce débat,
désormais très en vogue parmi les correspondants internationaux, souligne l'impact d'une réunion bilatérale à la Maison-Blanche sur les institutions mondiales, façonnant le dialogue entre les intérêts de sécurité nationale et collective. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. L'homme politique tchèque Andrej Babiš a promis une loyauté indéfectible à l'Europe alors que les négociations de coalition pour la formation d'un nouveau gouvernement ont débuté, suite aux excellents résultats de son parti aux dernières élections. M. Babiš, chef du parti populiste ANO, a réaffirmé son attachement aux valeurs de l'Union européenne et a déclaré que son gouvernement travaillerait en étroite collaboration avec les politiques européennes, malgré ses critiques antérieures à l'égard de Bruxelles. Ces déclarations interviennent alors que la République tchèque traverse une période d'incertitude politique, M. Babiš cherchant à former une coalition stable après avoir remporté une part importante des voix aux élections législatives. Le parti ANO de M. Babiš s'est imposé comme l'un des principaux prétendants aux élections, mais il doit encore négocier avec les autres partis pour former une majorité viable. Ces commentaires ont souligné sa volonté de rassurer les dirigeants européens et les citoyens tchèques sur le fait que son gouvernement accorderait la priorité à l'intégration du pays dans le cadre de l'UE. Cette position est considérée comme cruciale pour la République tchèque, notamment compte tenu des tensions géopolitiques actuelles et de la nécessité d'une collaboration étroite au sein de l'Union européenne. Malgré ses positions pro-européennes, Babiš est confronté à d'importants défis nationaux, notamment la gestion des relations avec des partis idéologiquement divers. Le paysage politique tchèque reste divisé, avec des tensions entre factions pro-européennes et factions plus nationalistes. La capacité de Babiš à combler ces divisions sera cruciale pour façonner l'avenir du pays, tant au sein de l'UE que sur la scène internationale. Alors que les négociations de coalition se poursuivent, l'accent est mis sur la manière dont Babiš équilibrera ses engagements pro-européens avec la rhétorique nationaliste qui a alimenté son accession au pouvoir. Les discussions s'annoncent complexes, compte tenu des négociations délicates nécessaires pour réunir des partis au point de vue divergents sur des questions telles que l'immigration, la politique budgétaire et les relations extérieures. Cependant, l'engagement de Babiš à rester fidèle aux valeurs européennes témoigne de sa volonté de maintenir une relation stable avec l'UE, tout en s'efforçant de gérer les défis liés à la direction d'un gouvernement fragmenté. Pour beaucoup, l'issue de ces négociations de coalition déterminera la trajectoire politique et économique de la République tchèque dans les années à venir, avec de grands enjeux pour son adhésion à l'UE et sa stabilité intérieure. Deux parachutistes en tandem ont été séparés en plein vol lors d'un saut au-dessus de l'Arizona, déclenchant une opération de sauvetage spectaculaire et soulevant des questions sur les procédures de sécurité du parachutisme. L'incident s'est produit samedi, alors que les deux parachutistes expérimentés effectuaient un saut avec un instructeur chacun. Selon les autorités locales, un dysfonctionnement a séparé les parachutistes, entraînant une dangereuse chute libre de plusieurs secondes avant qu'ils ne puissent reprendre le contrôle de leur parachute. Les deux parachutistes, qui sautaient sur un site de parachutisme réputé près de la ville d'Éloie, ont d'abord été séparés suite à un dysfonctionnement présumé de l'un des harnais. En chute libre, ils ont pu déployer leur parachute et effectuer des descentes contrôlées. L'incident a toutefois suscité une vive inquiétude au sein de la communauté du parachutisme et a immédiatement donné lieu à des évaluations de sécurité. Les services de secours sont intervenus rapidement et les deux parachutistes ont été ramenés au sol sains et saufs. Les forces de l'ordre local, ainsi que les enquêteurs fédéraux de la Federal Aviation Administration (FAA), enquêtent actuellement sur la cause du dysfonctionnement. L'enquête déterminera si une panne d'équipement, une erreur humaine ou un autre facteur a conduit à la séparation. Malgré la peur, les parachutistes impliqués ont rassuré le public. Leurs protocoles de sécurité et leur formation les ont aidés à gérer la situation avec calme. Les experts soulignent que, bien que rares, de tels incidents soulignent l'importance de vérifier soigneusement l'équipement et d'une formation rigoureuse. Les parachutistes de la région se sont engagés à revoir leurs procédures de sécurité afin de garantir qu'aucun incident similaire ne se reproduise. Bien que la cause exacte du dysfonctionnement fasse l'objet d'une enquête, cet incident rappelle les risques inhérents aux sports extrêmes et l'importance cruciale de la sécurité dans ces activités à enjeux élevés. Les deux parachutistes ont exprimé leur gratitude aux équipes d'urgence pour leur intervention rapide et devraient reprendre leur saut une fois les enquêtes terminées. Amanda Anisimova a battu Linda Noskova lors d'une finale palpitante à l'Open de Chine 2025, décrochant ainsi son tout premier titre dans ce prestigieux tournoi. Ce match, disputé à Pékin, a vu la star américaine s'imposer face à la jeune Tchèque au terme d'une bataille acharnée en 3-7, 6-4, 5-7, 7-6. Cette victoire a marqué une étape importante dans la carrière d'Anisimova, concluant une saison qu'il avait déjà vue retrouver les sommets du sport. Anisimova, connue pour ses coups de fond de court puissants et son jeu agressif, a débuté le match fort, remportant le premier set avec assurance.
Noskova, cependant, a fait preuve d'une résilience remarquable, rebondissant dans le deuxième set pour égaliser à un set partout. Le troisième set a été tendu et oscillant, les deux joueuses se poussant mutuellement à bout. Après une série d'échanges palpitants, Anisimova a réussi à s'imposer au tie-break, le dernier set s'achevant sur un score de 8-6 en sa faveur. Cette victoire est particulièrement réjouissante pour Anisimova, qui avait souffert de blessures et d'irrégularités ces dernières années. Cette victoire à l'Open de Chine améliore non seulement son classement, mais consolide également sa place parmi les meilleures joueuses du tennis féminin. Sa performance à Pékin a démontré la progression et la maturité qu'elle a acquise grâce au travail de son équipe d'entraîneurs pour peaufiner sa condition physique et son approche mentale. Pour Noskova, la défaite a été difficile à avaler, surtout après avoir été si proche de remporter son premier titre WTA 1000. Malgré cette défaite, la jeune joueuse de 20 ans s'est imposée comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du sport, et nombreux sont ceux qui s'attendent à ce qu'elle soit une figure incontournable lors des prochains tournois. Les deux joueuses ont été saluées pour leur esprit sportif et le haut niveau de jeu affiché tout au long du match. Alors que la saison touche à sa fin, le triomphe d'Anisimova à Pékin lui donne un regain de confiance bien nécessaire alors qu'elle se concentre sur la dernière étape du calendrier WTA 2025, tandis que Noskova cherche à rebondir lors des événements à venir. Vince Wallet a fait la une des journaux lors du championnat Sanderson Farms 2025 après une rencontre improbable avec un alligator pendant sa partie. Wallet, qui avait joué un golf solide tout au long du tournoi, s'est retrouvé dans une situation inattendue lorsque sa balle a atterri près d'un obstacle d'eau au 12e trou. Alors qu'il s'approchait pour jouer son coup suivant, il a été surpris de trouver un alligator se prélassant au soleil non loin, à quelques mètres de sa balle. Si certains joueurs ont pu être déstabilisés par la présence du grand reptile, Wallet est resté remarquablement calme. Après avoir pris un moment pour évaluer la situation, il a soigneusement exécuté son coup, tout en gardant un œil attentif sur l'alligator. « J'ai joué dans des conditions très différentes, mais c'était une première, » a déclaré Wallet en souriant. « C'était un peu surréaliste, mais je savais que je devais me concentrer sur le jeu. » L'incident est rapidement devenu l'un des moments forts du tournoi, attirant l'attention des amateurs de golf et des réseaux sociaux. Les responsables du tournoi ont veillé à ce que l'alligator soit relocalisé en toute sécurité avant la reprise du jeu, sans autre perturbation. Wallet, connu pour son attitude décontractée, a géré la situation avec grâce, allant même jusqu'à en rire lors des interviews qui ont suivi. Quant à sa performance, Wallet a réalisé un parcours impressionnant, terminant la journée en bonne position au classement. Bien qu'il n'ait pas remporté le tournoi, sa capacité à garder son sang-froid dans des circonstances aussi inhabituelles a démontré sa force mentale et lui a permis de maintenir une présence solide tout au long de l'événement. Cette rencontre a également suscité des discussions sur la présence d'animaux sauvages sur les parcours de golf, en particulier dans les États du Sud où les alligators sont fréquents. L'histoire de Wallet rappelle qu'au golf, il ne s'agit pas seulement de gérer le parcours et la compétition, mais aussi parfois de rencontrer des animaux sauvages de manière inattendue. Les fans se souviendront certainement de ce moment insolite du Sanderson Farms Championship pendant des années. Et merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort. Je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure à 20h30 avec Émilie Granger. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette.
Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.